Adnan Hajmouri et Houria Amr, pour leur intervention qui intitulée Covid place à la place de la détresse psychique, quel enseignement peut-on tirer? Vous pouvez activer le son parce qu'il n'est pas activé. Bonjour et merci au labo de m'avoir donné la parole pour dire ce que je pense. Mon intervention a pour titre le Covid entre rationalité instrumentale et détresse psychique. Pour penser l'impensé du corona, je me permets de citer le cri de Rimbaud, je est un autre. La dynamique conflictuelle que regorge la question du Covid permet de dire que nous sommes des êtres de langage. Le coronavirus est d'une actualité brûlante, ce qui favorise les angoisses mortifères, au-delà de la peur qui demeure un sentiment rationnel. Ceci dit, la prise en compte du soin renvoie à une conscience de soi qui met en exergue le principe d'individuation. J'entends par cela construction du sujet, la qualité du soin et la prise en compte de l'éducation. Pour mettre en exergue Adnan, remets le son, on n'entend rien. Voilà. Autrement dit, mon questionnement tente de dire que le virus qui a produit la mort et la souffrance traduit l'état d'impréparation de nos sociétés face à l'émergence d'un facteur environnemental, comme le disait le psychanalyste Roland Gori. Le corona est prévu depuis 2003. Le prof Raoul parlait de ça. Et comme le souligne le psychanalyste, l'OMS l'avait prédit. Cet état d'impréparation démontre que les catastrophes naturelles, voire écologiques, ont une relation avec le social. À titre d'exemple, nous pouvons déceler une surexploitation de la nature, le phénomène de l'anthropocène et la pollution. Ces phénomènes ne sont pas anodins. Pour revenir à mon intitulé Covid entre rationalité instrumentale et détresse psychique, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je citerai George Orwell. Je me demande s'il me rend, le point par rapport au progrès, je me demande s'il me rend plus humain ou moins humain. La question est comment parler du progrès social dans une pornographie du temps présent, pour reprendre Alain Badiou, qui déglingue la dignité de l'altérité, point que je développerai dans mon exposé. Les pressions réificatrices de josification, au-delà de la pression numérique, favorisent, pour reprendre un terme du sociologue, le dérèglement de l'imaginaire. Pour comprendre la nature de l'atomisation du corps social qui se mondialise, je reprends l'analyse fort judicieuse de Cynthia Fleury quand elle reprend le philosophe René Girard concernant la rivalité mimétique. Que peut-on dire de ce désir mimétique? René Girard, grand penseur, nous parle de la désignation de ce désir. Une attirance vers l'objet, attirance capable seulement de reproduire le vœu de l'autre. Nous nous pensons autonomes, capables d'opter de nous-mêmes pour un tel objet. Par exemple prégnant, on parle du vaccin. Nous nous croyons libres dans nos choix. C'est une pure illusion, montre le philosophe. Devant le culte de la médiocratie, le journaliste est comme un chien de garde, pour reprendre Paul Nizan, l'imitation contagieuse s'exaspère et contamine le groupe. Pour le dire avec Cynthia Fleury, le désir mimétique favorise l'ultra-comparaison, l'ultra-concurrentiel, qui devient davantage comparatif. Autrement dit, devant la solidarité qui se différencie de la fraternité, que dois-je dire de la rationalité instrumentale qui favorise une détresse psychique? Pour le moment, le Covid n'est familière à la raison que par son essence infranchissable, indéfinissable, mais toutefois pensable dans l'art médical. La sensibilité forgée au contact de la pandémie permet au personnel soignant de comprendre la nature du virus qui leur est d'abord étranger parce qu'il présente une telle complexité et opacité. Il faudrait expérimenter. Dans un dialogue d'autant plus difficile, le virus est perçu comme mutant et ne laisse pas le temps au savoir médical de l'affronter, de l'absorber. Je tenterai pour ma part de revenir sur cette deuxième partie qui aborde la coalition entre pandémie et crise du capitalisme. Il est indéniable de faire le constat suivant. Les hôpitaux subissent de plein fouet une désertification médicale.
La funeste oppression de la lutte des classes se consolide par la lutte des places et pour ainsi dire, la société est malade de sa gestion. Reprendre l'analyse du sociologue Vincent de Goljac. Pour être dans la lignée de cette sociologue, le capitalisme paradoxant devient par la force des choses une corvée empoisonnante pour le personnel soignant. Ceci dit, si l'on tient au point de vue de la libéralisation du service public qui impose une flânerie financière, le médecin sera le meilleur empoisonneur, autrement dit, peut-être le meilleur pour empoisonner que pour guérir. Nous reviendrons sur cet aspect concernant le secteur médical en Algérie. Cette marchandisation de tous les secteurs démontre la régression à l'infini du lien social et favorise en soi l'aliénation de l'homme. De ce fait, l'exigence de la rentabilité financière illustre la séduction pressante mais trompeuse de cet idéal technologique. Le travail humain, déshumanisé par l'intelligence artificielle, peut nous permettre de nous interroger sur la question suivante. Est-ce que le travail peut rester humain? Dans ce sens, je rejoins l'analyse fort éclairante du sociologue Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, il tirait la sonnette d'alarme lorsqu'il stigmatisait la perspective aussi illusoire que dangereuse, selon laquelle l'évolution du système social paraît être déterminée par la logique du progrès scientifique et technique. L'analyse défendue par Bourdieu nous permet de survoler Habermas la théorie de l'agir communicationnel. Le fil conducteur de sa pensée porte sur un triple niveau de réflexion quant à la communication, transmettre et renouveler le savoir culturel en intégrant socialement les solidarités sous l'aspect de la coordination de l'action. De ce fait, la formation des identités personnelles se formant sous l'aspect de la socialisation. Dans cette optique, ma position se situe à l'antipode de cette rationalité instrumentale qui favorise plus l'atomisation du corps social que politique. En prenant comme appui le travail de l'école de Francfort, cette rationalisation connectique nous permet de citer Adorno, qui passait au crible ce fanatisme du marché qui met en éclipse le bon sens et le règne du technofascisme. Pour le dire autrement, il s'agit à l'heure de cette connexion quasi générale où l'homo sapiens est mis en danger par l'homo rectibus de penser les conditions objectives et subjectives qui s'offrent à l'espèce humaine. À cet égard, l'essence humaine empreinte d'une identité dynamique valorisera les ressources linguistiques de la condition du parle-être, sans pour autant négliger la question du rattache qui sied, c'est l'être humain. En battant en brèche la communication instrumentale qui nous impose un dialogue impur, je dirais que si le langage n'est pas un code, c'est parce que sa structure donne lieu à l'équivocité et au malentendu. Ces rattaches véhiculés par la parole décrites en tant que structure d'échange, ainsi comme le souligne bon nombre de psychanalystes. Les adeptes du bouclage du champ ouvert par le langage se bousculent au portillon pour proposer des solutions techniques de colmatage, aggravant la psychotisation des rapports sociaux. Pour illustrer mon propos, je cite l'article suivant. Les robots pourraient-ils aimer, paru dans le magazine Sciences Humaines. Dans cet entretien, plusieurs chercheurs s'accordent pour dire que la neurobiologie a sous-estimé et dévalorisé ce qui est un être humain, sujet parlant. Et là, on renoue avec le travail de la philosophie et de la sociologie en évitant de reproduire quelque chose que l'humain ne comprend pas. Pour ne pas m'apesantir sur l'essor de la neurobiologie puis les neurosciences, je paraphrase le psychanalyste Gérard Pommier qui disait dans son essai « Les neurosciences démontrent la psychanalyse, malgré l'heureuse conséquence du progrès technologique, la matérialité des neurosciences est au service de la ségrégation. » Il donnera cet exemple, un enfant n'apprendra jamais à parler si on ne discute pas avec lui. La parole est dépendante de la voix de la mère. Avant de conclure l'exposé sur l'immunité psychique, je souhaiterais mettre en exergue l'analyse du sociologue Honneth, Axel Honneth, analysant la société du mépris. En faisant référence à l'anthropologue Mead, il analysera la reconnaissance sous l'auspice de plusieurs types de sociabilité. À ce sujet, on pourra voir que l'estime et la reconnaissance fondent les relations juridiques et sociales. Ces derniers temps, le monde social ne voulait plus accepter cette perpétuelle errance qui faisait des peuples des témoins passifs devant l'atomisation du corps social. Depuis une année, l'éveil devient sans cesse une passion renaissante qui traduit en son sein un dynamisme pessimiste de la raison et l'optimisme de la volonté, pour citer Antonio Gramsci. Dans la continuité du renversement de la prolétarisation de l'imaginaire, le lien social permettra de rééquilibrer les situations inégalitaires
Toutefois, si le combat de la conscientisation marquera l'impression d'une émancipation solide, en permettant de démocratiser la démocratie, pour reprendre Balibar, sans se fourvoyer dans la mystification des peuples, sur cet aspect, nous pouvons dire que le peuple est divisé contre lui-même. Il gardera sa première enfance, l'amour du père, et grandira avec lui et contre lui. Ceci dit, au fil des ans, le capitalisme a enraciné l'idée de servitude salutaire, en passant par la servitude volontaire. Pour le dire en termes foucaldiens, le pouvoir de financiarisation est une force affectant d'autres forces, en vue d'imposer son emprise. Autrement dit, la dictature de l'actionnariat aura pour principale mission de conduire les conduites. Selon l'approche foucaldienne, le fameux pouvoir ne s'exerce pas sur les peuples opprimés, où les déterminations sont saturées, mais sur les sujets libres qui, devant eux, un champ des possibilités. Qui ont devant eux un champ de possibilités. Dans l'essai du psychanalyste Marx Freud occupant les ronds-points, le Pommier nous parlera de la mystique de la marchandise qui fera un matérialisme en décrivant le sadisme, le masochisme et le voyeurisme. Pour le psychanalyste, les classes dominantes ne veulent pas faire de bénéfices, mais écouter les larmes. Qui ne se rappelle pas des paroles abjectes du PDG de France Télécom. Le suicide devient une mode. En amour, le sadisme comme jouissance perverse précarise le sujet. Associer le virus du corona à la crise du capitalisme n'est pas le fait du hasard, quand on voit comment la financiarisation aliène la force du service public tout en créant l'insécurité sociale, pour reprendre le sociologue Robert Castaing. Dans ce sens, le philosophe Emmanuel Brassard nous fera savoir que l'épidémie est nouvelle. Le type de virus découle des mutations écologiques de la mondialisation néolibérale, autrement dit des saccages du milieu naturel, du fait de leur surexploitation. Cette analyse nous renvoie à Marx, qui a fait la distinction de l'objectivation du tissu de l'aliénation. Car selon ce philosophe, le concept d'objectivation met un processus qui permet à la condition humaine de s'extérioriser dans la nature, en vue de la transformer. En un mot, pour reprendre Marx, la nature devient, grâce au travail, l'expression de l'humain. Enfin, pour libérer la vie sociale et économique de l'aliénation de l'évaluation, le rêve permet de rompre avec cette impossibilité de la parole. Pour le dire autrement, devant la nature du degré de reconnaissance, nous devons mesurer l'impact du langage sur le corps. Ce traumatisme serait continuellement indépassable, puisque rien ne peut délier un être parlant de son assujettissement au langage, quelle que soit la pathologie qu'il s'offre à nous, pour s'en libérer. À cet égard, il est indéniable de mesurer l'impact de la détresse psychique à travers l'idée de l'inconscient qui lui est consubstantielle. Comment parler de détresse et de confinement? En définissant l'angoisse comme affect composé de deux aspects de perception et des sensations de plaisir et de déplaisir, et décharge motrice, nous pouvons déceler aussi un symbole amnésique qui traduit une expérience traumatique. Dans le confinement, on peut prendre deux aspects qui ont un impact sur la condition humaine. Le premier impact se traduit par l'effet de conscientisation, qui aide le sujet à se prémunir contre le danger lié au Covid. Par contre, le deuxième aspect mesure le degré d'impuissentialisme, au-delà de l'injonction de rester chez soi qui met en vigueur la dictature sanitaire. Le principe hégémonique qui tente d'imposer les pouvoirs en place me fait penser à l'analyse du philosophe Foucault, dans Surveiller et punir, une conception mortifère de la micro-pénalité illustre bien la tyrannie de l'incompétence. Comme la pornographie capitaliste tente de gadgetiser les sentiments humains, même dans cette période qui s'avère sulfureuse, je propose de réfléchir sur le rêve pendant la période du confinement. Pour dépasser le vertige du charlatanisme que nous pouvons appeler l'interprétation des rêves chez Freud, en lisant son essai, on pourra dire que l'interprétation aura pour rôle de jeter un pont entre les deux instances qui s'excluent l'une de l'autre. Le psychanalyste tente, à partir du récit qui fait le rêveur, d'établir les pensées du rêve qui révèlent le sens de ces derniers. L'interprétation, à travers une clinique de la parole, vise la formulation d'un désir inconscient qui est à l'origine du rêve. Mais ce dernier ne porte pas seulement sur cet aspect, car l'analyse porte sur les actes manqués, les mythes et les religions. Freud a bien montré le rôle et les difficultés de l'interprétation, ce qui amène le sociologue Bernard Lahire de faire une étude sur la sociologie du rêve en partant d'une reconnaissance et critique à l'égard de l'enseignement de Freud. J'ouvre cette parenthèse pour dire aux adeptes de la normalité neurotique que le sujet de la psychanalyse se réinvente continuellement. Aborder la dimension psychique en Algérie
demeure un chemin semé d'embûches. D'une part, par l'esprit traditionnel empreint de rationalité du mal, qui trouve refuge dans la délire charlatanesque. Et là, on fait référence aussi à l'enchevêtrement politique religieux, pour parler en termes arconiens, favoriser l'ignorance sacrée. Et d'autre part, par la modernité liquide qui choisifie les rapports humains. Cette soft barbarie, par la fumisterie ambiante de la neurobiologie, tente de réduire le sujet humain à un rat de laboratoire, sans pour autant essayer de comprendre ce qu'est la pathologie. Pour terminer cet exposé, je ferai mienne l'analyse du philosophe Canguilhem sur le normal et le pathologique. Devant la vie qui est lutte contre l'entropie, mécanisme qui nous permet d'éviter une perte d'énergie, la destruction, la mort, si la normalité est donc la normativité, le pathologique est au contraire une réduction de cette normativité. La maladie serait une réduction de la marge de tolérance des infidélités du milieu. Canguilhem en conclut que être normal, c'est pouvoir s'adapter au changement. Je vous remercie. Merci. Maintenant, maintenant, vous devez donner la parole à Houria Amer. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, merci déjà d'avoir accepté ma participation et sachant qu'on parle de pandémie, de son impact au niveau social et aussi de détresse psychique, j'ai estimé qu'il était assez important de voir son impact aussi sur les étudiants, sur leur santé mentale. Donc, les problèmes de santé mentale, on sait tous que ça a toujours été un obstacle, notamment aussi pour les étudiants, pour leur réussite à l'université et ultérieurement dans l'avenir professionnel. Donc, la pandémie, elle a affecté de plein fait le milieu universitaire, tout ce qui touche à leur motivation, concentration, leur socialisation, interaction sociale, leur volonté aussi, des facteurs précieux donc à leur réussite. Cette pandémie n'a fait qu'accentuer ou créer de nouveaux facteurs de stress, notamment on a vu la peur surgir, l'angoisse, l'inquiétude pour soi-même, pour ses proches, pour son emploi, pour son futur professionnel, car on s'est retrouvé avec un changement de vie complètement radical et soudain du jour au lendemain. Il y a peu de données malheureusement, voire il n'y en a pas, et encore moins sur les effets psychologiques ou mentaux de la crise sanitaire sur les étudiants. En tout cas, toutes les conséquences convergent vers l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les étudiants. D'abord, les conséquences directes et immédiates du confinement. On a d'abord la précarité, qui est une réalité indéniable de toute façon en Algérie et surtout sur les étudiants. Et je trouve qu'il est vraiment important de voir la précarité chez les étudiants. Donc, en parlant de chiffres, la bourse, elle est estimée soit à 4 050 dinars, 3 600 ou 2 700 tous les 3 mois. Donc, bien sûr, on n'a aucune donnée sur ça non plus. Et tout ça est causé principalement, comme mes collègues l'ont dit avant moi, par le facteur politique et économique du pays. Donc, on se retrouve avec aussi d'autres facteurs qui ont venu en rajouter, comme la flambée des prix de nombreux produits dès le début, la pénurie des masques, l'augmentation des prix des gels hydrauliques, d'autres produits, notamment comme celle du sucre, par exemple, tout récemment. Donc, il y a aussi la fermeture des universités dès le 17 mars 2020, car beaucoup d'étudiants ont recours aux restaurants étudiants. Des fois, on crée une espèce de cuisine collective des étudiants dans les résidences. En fait, ils se retrouvent à s'entraider, car des fois, les proches, ils ne peuvent pas forcément nous aider, car eux-mêmes, ils sont dans la précarité. Donc, tous les rapports de la Banque mondiale depuis toujours sont alarmants et encore plus depuis le début de la pandémie. Donc, on se retrouve avec ce rapport qui date d'avril 2020 qui dit « En Algérie, Tahar Boulenoir, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens, avait révélé en mai 2020 dans des déclarations à la presse algérienne que pas moins de 500 000 familles algériennes sont susceptibles de se retrouver en situation précaire à cause du désastre économique provoqué par le confinement partiel instauré sur l'ensemble du territoire national. » Bien sûr, ce chiffre n'est pas forcément exact. La réalité, toutefois, est encore pire. Et puis, qui dit familles dans la précarité, dit étudiants précaires. Donc, on a d'autres facteurs, bien sûr, qui viennent en rajouter. On a la perte d'un emploi rémunéré parce que souvent, les étudiants ont recours à des emplois parfois à plein temps, à mi-temps, souvent dans des secteurs qui ont été touchés, comme l'hôtellerie.
les boutiques de prêt-à-porter, dans la restauration aussi. Donc, tout ça, en fait, s'est retrouvé comme une sorte de perte, en fait, d'un emploi rémunéré pour avoir une vie décente dans les universités, pouvoir poursuivre aussi leur cursus, acheter leurs livres, payer leurs factures, leur nourriture, etc. Donc, dans le quotidien français Le Monde, il a publié que le pays sera mis sous séquestre, la boîte de Pandore s'ouvrira et tous les démons sortiront de terre, les émeutes, le reddentisme, l'extrémisme religieux. Bon, j'espère qu'on n'arrivera pas à ce point-là. Donc, ajouté à cela, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a reconnu que l'Algérie fait face à une situation économique difficile, toujours dans le même article, et inédite en raison de plusieurs facteurs, dont la crise structurelle héritée de l'ère Bouteflika, la chute des cours des hydrocarbures et enfin la crise du coronavirus. Et puis, on a de nombreux étudiants qui sont stagiaires, donc ils sont impossibles de continuer leur stage car nombreuses lacunes. De toute façon, l'Algérie n'a jamais été prête au niveau du télétravail et encore moins d'enseignement à distance. Et cette crise, en fait, ne fait que démontrer qu'il était d'avant. Donc, les doctorants, les étudiants qui sont vacataires, qui se retrouvent du jour au lendemain sans travail. Donc, parce que tout simplement, leur contrat de travail est non essentiel pour leurs employeurs. Donc, encore une perte de revenus. Et dans une étude publiée par le cabinet de conseil Business Academy et Vedancia, qui date du mois d'avril 2020, ils disent que 2% déjà de mars à avril des PME-TPE ont licencié au moins 50% de leurs salariés car ils ont connu une chute de leur chiffre d'affaires de 60%. Et le think tank Nebni, il dit que nombreux secteurs du pays, ça dépend duquel, ils ont connu une perte allant de 30 à 70% selon les secteurs. Dans le VTC, parce qu'on sait que nombreux s'en servent en fait pour faire leurs petites courses quotidiennes. Et rien qu'à Alger, en 2020, comparé à 2019, c'est moins 94% à Yassir, moins 93% à Ossani et moins 96% pour Temtem. Donc, les efforts fournis de toute façon jusque-là par le gouvernement sont insuffisants, pour ne pas dire largement insuffisants. Je me demande des fois s'ils font des efforts dans ce sens-là. Mais l'étudiant, il a été souvent celui qui est oublié. Donc, autrement dit, à l'avenir, il est indispensable de créer une aide cadrée nationalement et de manière conséquente pour les étudiants, surtout ceux qui ont perdu un emploi rémunéré afin d'aider au paiement des frais imputés à ces étudiants, aussi de créer en fait plutôt faciliter l'accès aux soins, surtout pour ceux qui ont cette détresse psychologique et parce qu'on a souvent ce sentiment de stress qui est amplifié, ce sentiment d'échec quand on est étudiant parce que on parle d'un avenir professionnel, on parle de stabilité personnelle déjà, puis stabilité financière et d'un avenir tout court. Donc, c'est là que j'aborde le deuxième point qui est l'échec ou le décrochage. Donc, on a vu toutes les universités, tous les établissements de l'enseignement supérieur, de formation, privés aussi, fermés depuis le 14 mars. Donc, comme je l'ai dit, l'Algérie était loin d'être prête. Et tout ce qui est dans le sens de l'enseignement à distance, déjà, il y a l'absence d'équipements informatiques personnels. La connexion n'a pas forcément accès, encore moins pour les personnes qui sont dans des coins isolés. On n'a pas forcément tous le moyen de s'offrir des smartphones, surtout avec actuellement le dernier téléphone, je crois, il est à 30 à 32 000 dinars, ce qui est impossible. On a aussi l'absence d'espace et d'environnement propice au travail, surtout qu'il y a certains étudiants comme ceux qui sont étrangers, ou si on a des étudiants du Grand Sud qui ont pris un peu de temps pour entrer chez eux. Les logements, les résidences sont souvent salubres et pas du tout respectueuses des conditions de sécurité ou même d'hygiène tout court. Hein. Donc, le passage, comme vous avez pu le constater, des examens, des soutenances et même celle du bac a été très, très, très compliqué. Ça s'est fait que vers septembre, je crois, octobre 2020. Donc, ce qui nous ramène au troisième point qui est la santé. Donc, quels sont les effets du Covid-19 sur la détresse psychologique des étudiants?
Donc, la question IA, ça fait un moment toujours. D'ailleurs, elle a été abordée par les professionnels. Donc là, c'est que ça devient urgent, qu'il faut traiter le sujet et mettre en place tout ce qui est nécessaire. Donc, des fois, les étudiants, même en présence de leurs proches, on s'en sent souvent seuls au fond. Parce que globalement, la fac, on part, c'est une nouvelle expérience, on apprend à connaître d'autres personnes, on est loin de la maison, on se forge, on se développe autant que personnel, on se prépare à affronter l'avenir aussi. Donc, certains sont déjà en difficulté psychologique, ce qui en rajoute, sans parler de l'accès aux soins appropriés, hein, parce que des résidences, il y en a des médecins, mais qui ne sont pas forcément compétents. Des fois, on n'a pas forcément les moyens financiers, on parlait de perte d'emploi, d'avoir accès à mieux que ça, de voir un spécialiste pour être mieux traité. Donc, on se dit souvent aussi, je pense que c'est une culture sociale de se dire non, non, mais c'est rien de grave, ça va passer, c'est qu'une grippe, c'est que de l'allergie, ce n'est rien, c'est que dépression saisonnière, si je peux dire ça comme ça. Donc, dans des situations compliquées, beaucoup ignorent vers qui se tourner. On ne peut pas se tourner vers ses proches parce qu'ils n'ont pas les moyens. On ne peut pas se tourner par des professionnels parce que non plus on n'a pas les moyens, encore moins quand on n'a pas de travail, qu'on se retrouve dans des situations de précarité. Donc là, le confinement ne fait qu'accentuer les émotions. On est triste, on est déprimé, on est désespéré. On sent qu'on est en échec. Donc beaucoup d'étudiants rencontrent un épisode dépressif très caractérisé. Ainsi, on fait que la pandémie ne fait que renforcer cette situation, voire déclencher quelque chose de pire, de toute façon. On a l'isolement social dû au confinement, le retour des fois au domicile familial. Certains ont des situations personnelles compliquées, le fait d'être loin. La situation elle est plus vivable. Des fois, c'est la perte d'un proche dû au virus. On a la précarité, la détresse psychologique. Donc, et chez certains, elle est très excessive. Donc, des fois, on en parle, des fois, on en pleure tout seul entre quatre murs et soit on souffre en silence. Donc, nous avons aussi le cas des étudiants qui arrivent tout nouveaux, qui viennent d'avoir leur bac, qui ne savent pas à quoi s'affronter, à quoi ils s'exposent, surtout les étudiants étrangers. Pourquoi? Parce que quand on est nouveau, on a tous ces moments de sociabilité, on voudrait pouvoir créer un nouveau cercle d'amis. Donc, on a de nouvelles inquiétudes, de nouveaux questionnements. Donc, cette crise ne fait que faire naître en fait des malaises, réveille ce qui était jusqu'à présent amphi. Donc, on perd ses repères et on développe une certaine anxiété accrue. Parce que généralement, quand on est jeune, quand on est à l'université, on aime vivre jeune dans notre temps, se sortir, expérimenter de nouvelles choses et donc la socialisation se fait par groupe. Ce que le confinement et la pandémie nous interdisent de cours. Donc, on a vu aussi cette tranche de jeunes qui voient plus ça comme un défi bien loin de la détresse, mais ils affrontent l'interdit. Et ils ignorent donc les dangers courus, ils bravent les recommandations parce que c'est un nouveau challenge. Donc, ils se retrouvent contaminés par le virus, donc isolés, des problèmes de santé physique et les problèmes aussi de santé psychique, non seulement dû à l'isolement, à la maladie, mais on sait tous que le Covid, il a cet effet psychologique sur notre santé mentale. Et en deuxième point, en fait, je voulais développer les médias, enfin sur les médias, parce que je pense qu'il est vraiment, c'est pas que je pense, il est vraiment important d'avoir l'accès à une information fiable. Et on voit que le gouvernement, notre gouvernement s'acharne sur la presse en ligne, surtout la presse en ligne, parce que je pense qu'elle a bien couvert mieux que les médias traditionnels ou les médias contrôlés sur le régime anti-gouvernemental qui est celui du Hirak. Donc, l'Algérie, au lieu en fait de s'occuper par exemple de la détresse psychique de l'étudiant, de s'occuper de la pandémie, elle se retrouve à s'acharner sur les médias qui peuvent apporter une information fiable, qu'elle soit à nous, les étudiants et les chercheurs scientifiques, que ce soit aussi aux citoyens. Donc, le gouvernement devrait se pencher sur ce côté-là. Et
Et puis, pour conclure, pour ne pas trop m'étaler, pouvoir respecter le temps et que mes autres collègues puissent intervenir, je pense qu'il est très important de se pencher sur la santé mentale des étudiants, de faire attention à tout ce qui est facteurs sociaux, médicaux et les autres facteurs socio-démocratiques, mais aussi de développer le secteur des médias et de communication parce que le développement d'une civilisation ou d'une société est mesuré au développement des médias et de communication. Donc, une prise de conscience réelle est nécessaire. Il faut s'en occuper car la situation est vraiment extrêmement compliquée et urgente. Et à cause aussi de l'oppression des médias. Et il faut créer aussi un climat propice, je dirais, dans le but de développer ces deux secteurs. Donc, déjà, la presse algérienne aussi a été affaiblie par les ajustements du gouvernement et elle en s'en sortira forcément encore plus affaiblie de l'acharnement judiciaire de la crise. Donc, voilà. Merci encore de m'avoir accordé cette chance de parler sur les étudiants face au Covid-19. Merci beaucoup pour votre intervention, vous et M. Adnan, sur cette lecture psychanalytique et même psychologique du psychisme, ce qui nous envoie une question un peu cruciale, qui est: peut-on revenir à la normale après un traumatisme psychique du Covid?